Je reprends maintenant mes fonctions de présidente du Conseil de sécurité. Je donne maintenant la parole à son Excellence M. Christophe Lutundula Apala Penapala, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Madame la Présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants des pays membres du Conseil de sécurité, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser ce jour de mardi 31 mai 2022 à vous dans ce cénacle prestigieux du Conseil de sécurité des Nations Unies, au lieu des décisions qui déterminent le destin des nations et le fonctionnement du monde, pour vous entretenir de la situation sécuritaire et politique de mon pays, la République démocratique du Congo, devenu aujourd'hui un des points chauds actuels de l'Afrique, en raison de l'insécurité, des massacres, des pillages systématiques des richesses nationales et des violations massives des droits de l'homme perpétrées par des bandes armées à l'est de son territoire national, plus précisément aujourd'hui dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, et cela depuis bientôt 28 ans. Cependant, avant d'entrer dans les vifs du sujet, permettez-moi de féliciter chaleureusement, au nom du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement de la République démocratique du Congo, Madame la Présidente, l'ambassadeur Linda Thomas Greenfield, représentante des États-Unis d'Amérique, dont le mandat à la tête du Conseil de sécurité expire aujourd'hui, la féliciter pour la compétence et la sagesse avec lesquelles elle a conduit cet organe hautement stratégique de l'ONU au cours du mois qui s'achève, et de lui exprimer aussi nos remerciements les plus sincères d'avoir organisé la tenue de cette rencontre. Nos remerciements s'adressent aussi à M. le secrétaire général de l'ONU, Son Excellence Antonio Guterres, pour son attention soutenue à la situation sécuritaire en RDC, où il s'est même rendu plusieurs fois vivre personnellement dans les zones chaudes de réalité du terrain, en dépit de son agenda toujours très chargé. La République démocratique du Congo reste attachée aux valeurs de civilisation défendues par l'ONU et engagée à l'application stricte des dispositions de sa charte ainsi qu'à la réalisation de nobles objectifs pour les biens de l'humanité tout entière, objectifs pour lesquels l'Organisation des Nations Unies a été créée. En outre, je saisis cette opportunité pour réitérer la reconnaissance du peuple congolais à notre organisation mondiale pour avoir été chaque fois que de besoin à ses côtés dans les moments sombres de son histoire depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, afin de résoudre les crises récurrentes qui ont jalonné sa lutte pour l'indépendance nationale, la démocratie, l'état de droit, la stabilité, la sécurité et le développement socio-économique. À ce titre, l'action des Nations Unies en RDC, au cours des 20 dernières années, à travers d'abord la MONUC, puis la MONUSCO, a été, quoi qu'en pensent certains, salutaire et décisive pour éviter le pire et engager le pays dans la voie de la stabilité institutionnelle. Elle marquera à jamais la mémoire collective des Congolais. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants des pays membres du Conseil de sécurité, l'ONU est parmi les garants de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et les Grands Lacs, accord signé en 2013. L'ONU est aussi un partenaire stratégique important de mon pays et le plus engagé sur le terrain
pour la restauration de la sécurité, de la paix et de la stabilité, ainsi que le développement dans sa partie orientale. Fort de ce statut particulier de l'ONU en RDC et de l'intérêt qu'elle n'a cessé de manifester pour elle, le chef de l'État et le gouvernement de la République démocratique du Congo ont estimé devoir informer le Conseil de sécurité des efforts en cours pour restaurer la paix et la sécurité dans notre pays et dans la sous-région des Grands Lacs en général. À ce sujet, il importe de rappeler que la RDC a adhéré le 8 avril dernier à la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE. Cette adhésion, somme toute naturelle, est dictée par la géographie, l'histoire, les liens consanguins et culturels, ainsi que les nombreux échanges commerciaux entre le peuple congolais et ceux des autres régions membres de cette communauté. L'intégration de la RDC dans la Communauté de l'Afrique de l'Est procède également d'une approche stratégique de développement national impliquant la mutualisation des atouts économiques, le partage de marchés, la fluidité et la maîtrise des mouvements des personnes, des biens et des capitaux entre la RDC et ses voisins, la réalisation de projets intégrateurs et la lutte commune contre l'insécurité, le terrorisme et la déstabilisation dans la sous-région. La RDC remercie les pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est qui ont facilité cette intégration, et tout particulièrement le président de la République du Kenya, son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, président en exercice de la Communauté est-africaine, qui en a été la cheville ouvrière. La RDC faisant désormais partie de la Communauté de l'Afrique de l'Est, son Excellence le président Uhuru Kenyatta a pris l'initiative de réunir à Nairobi les chefs d'État de l'Ouganda, du Rwanda et les nôtres, par la suite rejoints par celui du Burundi, le 21 avril dernier, afin d'examiner la situation sécuritaire à l'est de notre pays et chez nos voisins. À l'issue de leur deuxième conclave du 21 avril, les 5 chefs d'État ont convenu, en conformité avec les articles 5, 6 et 24 du traité de la Communauté de l'Afrique de l'Est, d'un plan de résolution de la crise sécuritaire à l'est de la RDC et dans la région. Ils ont lancé un appel à leurs homologues des États membres de la communauté à se joindre à eux et ont admis le principe de l'implication à ce stade des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Union africaine, des Nations unies, de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs comme observateur au processus de Nairobi. Ce groupe a été élargi aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité, à l'Union européenne et à la SADC. Ce processus de paix repose pour le moment sur 2 volets, à savoir, primo, la perspective politique consistant pour le président Tshisekedi à tendre la main aux groupes armés locaux, notamment par des consultations sur la paix et la sécurité dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ceux de ce groupe armés qui n'auront pas saisi cette main tendue du chef de l'État seront considérés comme force négative à neutraliser par les armes. Le volet politique est conduit sous le leadership du président Uhuru Kenyatta. Les objectifs du volet politique sont triples. Premièrement, exprimer la main tendue du chef de l'État à tous ses concitoyens et communiquer son appel au désarmement sans condition. Deuxièmement, écouter les représentants des groupes armés et des communautés afin d'identifier les dispositions politiques et institutionnelles nécessaires à l'établissement de la confiance, nécessaires au rétablissement de la confiance, à la restauration de l'autorité de l'État et à l'accompagnement du désarmement, tout en rappelant les principes intangibles et non négociables du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation
PDDRCS, à savoir ces principes: pas d'intégration systématique de combattants dans l'armée, pas d'amnistie et une priorité à la réintégration de combattants dans leur communauté d'origine. Et enfin, une mise en garde pour des combattants pour les combattants récalcitrants. Le désarmement n'est pas optionnel. Il sera volontaire et, si nécessaire, contraignant par la force militaire. C'est cela qui a été convenu par les chefs d'État. Secundo, la neutralisation militaire par l'usage de la force contre les groupes nationaux et étrangers qui n'auront pas répondu favorablement à l'appel similaire de leurs dirigeants respectifs. C'est-à-dire, en fait, il a été demandé aussi aux leaders de chaque pays concerné de faire le même effort de consultation, ou en tout cas d'approche avec les groupes armés de son pays. À cet effet, il a été décidé d'accélérer la mise en place d'une force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est chargée de contrôler et, si nécessaire, de combattre ces forces négatives. Le volet militaire est sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi. Et je peux vous rassurer que pour le moment, le politique tient tout en état et on va d'abord vers la perspective politique qui garantit un règlement pacifique et au moindre coût de la crise. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants des pays membres du Conseil de sécurité, à ce jour, le volet politique a connu d'importants progrès avec l'organisation de premières consultations qui ont réuni à Nairobi, du 23 au 27 avril, les délégués des 23 groupes armés locaux et l'équipe du secrétariat conjoint Kenya-RDC du processus de Nairobi. Du 17 au 24 mai, le secrétariat conjoint s'est également rendu dans 3 provinces de l'Est de notre pays pour rencontrer un total de 56 autres groupes armés et les représentants de plus de 40 communautés de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Je tiens ici à remercier tout particulièrement Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO. À remercier aussi M. Wang Zia, qui me regarde, envoyé spécial du secrétaire général dans la région des Grands Lacs, pour leur soutien actif à ces consultations. Je me dois ici d'insister sur le fait que les consultations politiques ne sont pas des négociations avec les groupes armés. Elles se tiennent en soutien au PDDRCS dans le respect de ses principes fondamentaux, en soutien aussi à la stratégie de justice transitionnelle pour traiter des crimes commis par les groupes armés contre leur communauté. Dans les prochaines semaines, les consultations seront élargies à la société civile et tout particulièrement aux organisations de femmes qui n'ont pas encore pu y participer. Elles se font en partenariat avec le programme de mobilisation, désarmement, reconstruction communautaire et sociale, et elles s'appuieront également sur l'expertise de nombreuses ONG congolaises qui travaillent depuis des années pour la consolidation de la paix et à l'apaisement des tensions intercommunautaires, sans jusque-là bénéficier du soutien actif du gouvernement central. L'objectif du gouvernement est d'aboutir en fin juillet de cette année à la formulation d'un plan d'action provincial, national et régional consolidé pour l'accompagnement politique et institutionnel
du PDDRCS et à le mettre en œuvre dans les 2 années qui suivront. Le processus de Nairobi est en fait le pilier politique et sécuritaire national et régional qui manquait encore à la stratégie globale de stabilisation du gouvernement pour l'Est de la RDC. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je vous ai suivi avec une attention soutenue. J'ai retenu qu'à l'unanimité, vous soutenez le processus de Nairobi. Cependant, il y a lieu malheureusement, comme vous-même vous l'avez dit, comme Madame Pobé nous l'a dit dans une description objective et exhaustive, certains groupes armés rejettent le processus de Nairobi, rejettent sa méthodologie et ses principes. Il s'agit de Codeco, Zaïre, Yakutumba et du mouvement du 23 mars M23. Je n'ai pas à vous faire de descriptions particulières. Vous suivez la situation. Je m'en suis rendu compte. Vous portez une attention particulière sur la situation dans mon pays. Je vous en sais gré. Mais il faut dire que vous avez tous aussi, et c'est une bonne chose, condamné les M23, condamné le mouvement migratoire, les déplacés internes. Vous avez tous demandé des sanctions. Je vous en sais gré. Madame la Présidente, Messieurs les ambassadeurs, je voudrais vous dire que je ne suis pas venu ici en procureur. Je ne suis pas venu ici non plus en pyromane. Je ne suis pas venu allumer du feu. Je ne suis pas venu mettre de l'huile au feu. Tout simplement parce que le Conseil de sécurité, c'est un haut lieu de paix. Les fondateurs de l'Organisation des Nations Unies, en 1945, se sont réunis à San Francisco, n'ont pas entendu créer une organisation pour répandre la désolation à travers le monde. Ils n'ont créé les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, que pour assurer la paix et la sécurité de l'humanité, que pour assurer la solidarité. C'est pour assurer le progrès des peuples. Donc rassurez-vous, je ne ferai pas de réquisitoire. Mais je ne peux m'empêcher de me poser des questions qui me sont posées chaque fois que je rencontre une personnalité étrangère, une personnalité nationale. On me dit, pourquoi les M23 revient-il? Qui arme les M23? D'où tire les M23 l'armement lourd et les hommes de troupes aussi aguerris pour attaquer non seulement les FARDC, mais aussi les troupes internationales des Nations Unies, comme pour défier la communauté internationale? Que cherche cette force négative au mode opératoire terroriste? Pourquoi seulement en ce moment où le processus de Nairobi prend de l'envol et le peuple congolais se prépare à accueillir le Saint-Père, le pape François, dont la visite est attendue aussi à Goma, et à Kibumba, où se trouve maintenant l'M23, que l'M23 surgit pour créer l'insécurité, la terreur et la désolation au Nord Kivu? Pourquoi, chaque fois que l'M23 est mis en cause, nos frères de tout le temps, ceux avec qui nous partageons la culture, nous partageons le sang à travers les tribus, les communautés communes, pourquoi chaque fois le Rwanda apparaît? Est-ce la poule qui cache le poussin, comme on dit dans notre
sagesse ancestrale. À chacun de trouver sa réponse. Quant à nous, en vérité, l'attitude du M23 et de ses parrains ne vise autre chose qu'à maintenir la RDC dans l'instabilité et à torpiller les efforts de la communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi que la mise en œuvre du plan de Nairobi. L'attitude est motivée aussi du fait qu'il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui, un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le président Tshisekedi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Il ne sera plus question de donner des positionnements politiques sans passer par les procédures démocratiques. Et je peux vous assurer aussi que le chef de l'État, le Parlement national, le gouvernement de la République et tous les Congolais sont et resteront fermes et déterminés à défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est gravissime. Ce qui se passe est contraire à la Charte des Nations Unies, est contraire à l'acte constitutif de l'Union africaine, est contraire au droit international. Notre communauté, le Conseil de sécurité, doit s'y pencher très sérieusement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je vous ai dit que je ne venais pas en procureur. L'objectif qui est le mien, l'objectif qui est celui du chef de l'État et du gouvernement qui m'a envoyé ici dans mes fonctions, c'est tout simplement de vous rendre objectivement compte des progrès accomplis dans mon pays sous le chemin de la paix, mais aussi de vous rendre froidement les tristes réalités qui entravent cette marche vers la paix. J'interpelle les conseils de sécurité face aux dangers que représentent les groupes armés pour la paix et la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs, et je lui demande, au nom du gouvernement la plus démocratique du Congo, d'assumer ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de sécurité dans le monde et d'agir vite et efficacement avant qu'il ne soit trop tard. Pour ce faire, la RDC demande au Conseil de sécurité des Nations Unies ce qui suit. 1. Appuyer activement le processus de paix de Nairobi, initié par le président Uhuru Kenyatta du Kenya et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est. 2. Appeler tous les pays de la sous-région des Grands Lacs, en particulier les signataires du communiqué du 21 avril 2022 contenant le plan de paix de Nairobi, de s'impliquer positivement à sa mise en œuvre et de s'abstenir de tout ce qui peut l'entraver. 3. Condamner, comme le Conseil de sécurité l'a fait en 2013, les activités du M23, du FDLR, des ADF Nalu, de Codeco, des Red Tabara et de tous groupes armés qui écument la sous-région des Grands Lacs et condamner tout appui extérieur leur apporter. 4. Exiger, et vous l'avez déjà fait dans le passé, il y a 10 ans, du M23 de déposer les armes et de se retirer
immédiatement et sans condition de toutes les localités occupées. Et à ce sujet, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, laissez-moi faire un bémol. Nous avons parlé, vous avez parlé du mécanisme conjoint de vérification qui doit faire son travail. Je suis d'accord avec vous. Mais cela ne peut pas empêcher que les activités d'un 23 cessent et que le MP23 dégage les localités qu'elle a occupées avec le soutien de ceux que vous connaissez. Ce sont deux choses différentes. Le mécanisme est en train de faire son travail, il fait son travail, mais c'est inacceptable, en tout cas pour un gouvernement, pour un chef d'État responsable, qu'un seul mètre carré du territoire national soit occupé par des rebelles, par un groupe armé, empêchant les citoyens de la République de vaquer à leurs occupations, empêchant le gouvernement d'appliquer le programme de développement national. Donc je voudrais que sous ce point-là, nous puissions nous comprendre, oui, il faut des rapports du mécanisme de suivi, mais en même temps, on doit revenir à la situation de la normalité républicaine et démocratique. 5. Soutenir la mise en œuvre du programme de désarmement, d'immobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Programme qui a été élaboré par la RDC et sur ce point-là, la RDC remercie la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la SADC, la CIRGL, la CEAC, la communauté de l'Afrique de l'Est et nos partenaires qui, le jour où on a sorti le programme, ont fait des déclarations de soutien. La Banque mondiale, les bailleurs de fonds ont soutenu ce programme dont la mise en œuvre doit intervenir incessamment. Et enfin, le Congo demande au Conseil de s'impliquer activement davantage pour faciliter un dialogue sincère avec le Rwanda afin de permettre le retour de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. À propos de dialogue, laissez-moi dire un mot, mesdames et messieurs. Oui, nous devons dialoguer. La RDC, ses dirigeants, sont ouverts au dialogue. Mais entendons-nous bien, de quel dialogue s'agit-il? Vous savez que le dialogue, c'est comme le tango. On ne danse pas seul. Il faut toujours avoir un partenaire. On ne dialogue pas avec soi-même, à moins d'être un fou. Et je ne crois pas que dans notre pays, il y a des gens qui ont le talent de monologue. Ça veut dire en clair la volonté politique. Puisse le Conseil de sécurité inciter, aider à ce que les partenaires au dialogue en aient cette volonté-là. Et que ce soit un dialogue sincère et un dialogue constructif. Autrement, ça ne sert à rien. Et vous avez parlé aussi des sanctions, de la lutte contre l'impunité. Il faut y aller. Il faut y aller, mais vous savez, quand on parle sanctions, et on sait que le rapport mapping est dans les archives, qui va croire à ça? Quand on parle de condamnation, je sais que c'est diplomatiquement correct. Mais Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les condamnations à ce niveau, combien de fois? Ne croient aux condamnations que ceux qui ont de la morale, que ceux qui sont foi ont la raison, que ceux qui ont de l'humanisme et que ceux qui croient en l'ONU. Je vous rassure que la RDC croit en l'ONU. Nous disons, nous, peuple congolais, nous disons que nous avons confiance aux Nations Unies et à ses dirigeants. Et c'est pour cela, Madame la Présidente, que nous restons à votre disposition. Nous restons à la disposition de l'Union africaine et des organisations sous-régionales pour que nous puissions ensemble promouvoir une solution de paix dans les plus brefs délais afin de mettre fin
à la souffrance. On a parlé des femmes. Oui, des femmes, vous les avez vues par milliers, dizaines de milliers, des milliers. Les enfants, les personnes âgées qui ont rempli les routes de Rutshuru, qui ont rempli les routes de Rumagabo, en train de fuir la mort avec des poids, des charges, des kilos transportés sur la tête. Conseil de sécurité, assumez vos responsabilités. Je vous remercie. Je remercie son Excellence, M. Lutundula Apala Pena-Pala, pour son intervention. Je donne maintenant la parole au Rwanda. Madame la Présidente, je vous remercie de me donner la parole au nom du Rwanda pour m'exprimer sur ce dossier important pour notre sous-région. Je remercie les intervenants et membres du Conseil de sécurité pour leurs interventions. Madame la Présidente, pour le Rwanda, une relation forte avec la RDC est importante. Suite à l'élection du président Tshisekedi en janvier 2019, le Rwanda a pris différentes initiatives pour insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales qui s'étaient détériorées sous l'administration précédente. Dans ce contexte, un certain nombre d'accords bilatéraux et de protocoles d'accords ont été signés, ce qui a conduit à un commerce transfrontalier florissant entre nos deux pays et à des liens croissants entre nos peuples. Il est regrettable que ces efforts soient aujourd'hui mis en danger. Madame la Présidente, le Rwanda est très vivement préoccupé par l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Cette situation représente une menace grave pour la paix et la sécurité de la région et a également des conséquences directes pour le Rwanda. Plus précisément, le 23 mai, la FARDC, avec des FDLR dans leur rang, ont lancé des tirs vers le territoire du Rwanda dans le district de Musanze et de Burera. Cette attaque a conduit à plusieurs blessures graves et à un endommagement de propriété. C'est la deuxième attaque de cette année suite à la première du 19 mars 2022. Soyons clairs, ces bombardements ne venaient pas des deux côtés, mais uniquement du côté congolais. Le Rwanda n'a jamais riposté. Ces incidents ont depuis été confirmés par le mécanisme élargi conjoint de vérification de la CRGL. En outre, 2 soldats de la force de défense rwandaise qui patrouillaient le long de la frontière ont été enlevés par des éléments du FDLR et sont désormais détenus par les autorités de RDC. Nous avons demandé leur protection et libération immédiate. Malgré ces provocations, aucune reconnaissance ou explication n'a été fournie par les FARDC ou les autorités de RDC. Nous nous demandons donc ce que le Rwanda est censé faire lorsque se produira la prochaine provocation. Madame la Présidente, j'aimerais parler de la question du M23. Le Rwanda s'inquiète de la résurgence des hostilités entre le M23 et la FARDC. Nous appelons à une désescalade et exhortons les parties à respecter les résolutions du deuxième conclave des chefs d'État sur la RDC tenu le 21 avril 2022. Le Rwanda rejette des allégations selon lesquelles les membres du M23 seraient rwandais. Il s'agit de ressortissants congolais et par conséquent, ces problèmes doivent être résolus en interne par la RDC. À des fins de clarification, j'aimerais rappeler qu'en 2013, suite à la défaite infligée au M23 par la force de la brigade d'intervention, un certain nombre de combattants ont fui du Rwanda vers l'Ouganda. Ceux qui sont entrés au Rwanda ont été désarmés et transférés loin de la frontière de RDC, où ils se trouvent toujours, selon les dispositifs du mécanisme régional de l'époque. Nous avons également fait des efforts pour faciliter des contacts entre ces anciens combattants M23 congolais et leur gouvernement, ce qui a abouti à un accord et une feuille de route de rapatriement en 2019. Dans le cadre de ce processus, les armes et équipements que le gouvernement du Rwanda a saisis
Au moins de ce groupe ont été transférés au gouvernement de RDC. Mais la RDC a fait preuve d'une absence d'intérêt dans l'application de la feuille de route de rapatriement. Je remonte encore plus loin. Il y a plus de 9 ans qu'a été signé à Addis Abeba le cadre de coopération pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Cet accord a suscité beaucoup d'espoir. On pensait pouvoir faire disparaître les groupes armés. Il y en a plus d'une centaine qui commettent régulièrement des massacres dans tout l'est de la RDC, des massacres commis dans le silence et dans l'indifférence. Le processus de Nairobi plus récent, placé sous les auspices du président Kenyatta et Tshisekedi, a renouvelé les espoirs de stabilité dans notre région à travers le cadre de la communauté est-africaine élargie. Cependant, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est un retour à une situation peu reluisante. Les conséquences sont payées par les civils. Encore plus préoccupant, et quelque chose qui devrait préoccuper au-delà de notre région, la résurgence de discours de haine contre les Rwandais et les appels au génocide qui sont encouragés par certains élus et certains responsables politiques en RDC et qui se diffusent au sein de la population. On peut le voir sur les réseaux sociaux et ailleurs. Madame la Présidente, quelque chose d'aussi grave ne devrait jamais être passé sous silence par ce Conseil et la communauté internationale, étant donné ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Le Rwanda est extrêmement préoccupé par la coopération militaire entre la FRDC et les FDLR. Le Conseil doit se souvenir que la présence de FDLR a causé beaucoup de souffrances à l'est de la RDC et perpétué l'insécurité dans notre région depuis déjà 3 décennies. Nous exhortons les Nations Unies, à travers la MONUSCO, à ne pas simplement observer les bras croisés cette alliance entre la FRDC et les FDLR. Madame la Présidente, pour conclure, j'aimerais vous dire que le Rwanda rejette catégoriquement les allégations de la RDC selon lesquelles le Rwanda soutiendrait le M23. Ces allégations sont infondées et inacceptables. Le Rwanda n'a absolument aucun intérêt à déstabiliser la RDC. Le gouvernement rwandais considère que ces allégations sont un prétexte utilisé par certains en RDC pour externaliser le conflit à des fins de gains politiques nationaux. C'est dangereux, il convient de le dénoncer. Le gouvernement du Rwanda a les moyens de défendre les Rwandais, l'intégrité territoriale du Rwanda et notre souveraineté conformément au droit international. Nous appelons le gouvernement de la RDC à faire cesser la diffusion de discours et des messages de haine qui incitent à la violence génocidaire. Le Rwanda reste mobilisé dans le cadre des efforts bilatéraux, régionaux et internationaux de stabilisation de la région à travers les initiatives régionales établies, parmi lesquelles le mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL et le processus de Nairobi placé sous les auspices de la communauté est-africaine, ainsi qu'à travers la collaboration multilatérale pour la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs sur le long terme. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant du Rwanda pour son intervention. Je donne maintenant la parole à l'Ouganda. Merci, Madame la Présidente. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Qu'il me soit permis de remercier Madame Pobi et Monsieur Sia pour leurs exposés. Madame la Présidente, de bonnes relations bilatérales entre les États membres de notre région est un ingrédient incontournable du maintien de la paix et de la sécurité. Les relations bilatérales dans la région suivaient une trajectoire positive depuis la signature de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région en février 2013. Avec notamment des relations bilatérales améliorées entre les États membres et en particulier entre l'Ouganda et la RDC. Il y a, au moment où je vous parle, une délégation ougandaise de haut niveau qui participe à une réunion à Kinshasa et qui discute avec nos amis congolais la façon d'améliorer les relations commerciales entre nos deux pays. Récemment, la RDC a rejoint la communauté est-africaine, ce qui conduira à un renforcement et à une consolidation des relations bilatérales existantes.
L'amélioration des relations bilatérales entre l'Ouganda et la RDC est mise en lumière par les opérations conjointes contre les ADF, conformément aux accords bilatéraux conclus par les deux pays et qui ont jusqu'ici permis de déloger des combattants ADF de certains de leurs fiefs. Cependant, les ADF, affidés de Daesh, continuent de représenter une menace de sécurité importante pour l'Ouganda et la région dans son ensemble. Nous remercions le Conseil de sécurité d'avoir inscrit les ADF et d'autres groupes sur la liste des terroristes. Madame la Présidente, ces relations bilatérales sont aujourd'hui mises à l'épreuve par la persistance de la présence de forces négatives, parmi lesquelles les ADF, les FDLR et les tabacs rouges à l'est de la RDC. L'Ouganda a reçu des réfugiés de RDC. Jusqu'ici, nous en avons reçu 480 000. Nous pensons que nos mécanismes régionaux existants à travers la CIRGL et le processus de paix de Nairobi, récemment lancé par les chefs d'État régionaux, sont une solution crédible pour préserver les relations bilatérales et pour préserver la paix et la sécurité. Des initiatives parallèles ou se vendre au plus offrant serait contre-productif. Nous appelons les responsables des Nations Unies dans la région à travailler dans le cadre de ces mécanismes qui ont été entérinés par le Conseil de sécurité, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les organisations infrarégionales. Le conclave de Nairobi doit avoir sa chance car il aborde les aspects à la fois civils et militaires malgré les difficultés. Madame la Présidente, enfin, nous condamnons les discours de haine sous toutes leurs formes et manifestations. N'oublions pas l'histoire récente de notre région où plus d'1 million de personnes ont péri lors du génocide au Rwanda. Ceux qui promeuvent la haine ne doivent pas avoir leur place dans l'évolution de notre région. Nous appelons le Conseil spécial des Nations Unies sur la prévention du génocide à se pencher sur les instances de discours de haine récentes dans notre région. Nous appelons également le Conseil de sécurité à évoquer la question des discours de haine dans la proposition de déclaration de la présidence. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Ouganda pour son intervention. Il n'y a plus d'inscrits sur la liste des orateurs. Avant de lever la séance, étant donné que c'est la dernière séance du Conseil de sécurité prévue pour le mois de mai, j'aimerais vous exprimer tous les remerciements de la délégation américaine qui remercie les autres membres du Conseil et le secrétariat pour tout le soutien dont nous avons bénéficié. Ce mois a été chargé et difficile. Nous avons réussi à trouver des consensus sur plusieurs points importants de notre ordre du jour. Nous n'aurions pas pu le faire seuls et sans le soutien et les contributions positives de chacune des délégations et représentants du secrétariat, y compris les préposés aux salles de conférence, les interprètes, les chargés du procès verbal et les responsables de la sécurité. Je sais que je m'exprime au nom du Conseil lorsque je souhaite à la délégation de l'Albanie plein succès pour sa présidence du mois de juin. Enfin, un dernier point. Ashmik Igan, directrice de la division des affaires du Conseil de sécurité, part ce soir à la retraite. Ashmik a commencé à travailler pour les Nations Unies en 89, il y a 30 ans, 12 missions sur 5 continents. Et aujourd'hui, elle va ouvrir un nouveau chapitre de sa vie en prenant sa retraite. Cela fait 6 ans qu'elle dirige le SCAD et pendant cette période, elle a permis au Conseil de s'acquitter de son travail et de sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ashmik et son équipe nous ont toujours soutenus et ont toujours permis le bon fonctionnement du Conseil. Au nom des membres du Conseil, toutes nos félicitations et tous nos remerciements pour votre carrière. Ashmik, merci du fond du cœur et meilleurs vœux pour l'avenir. Vous allez vraiment beaucoup nous manquer. Merci beaucoup.
And with that, the meeting is adjourned. La séance est levée.